Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la thématique de la vidéo, ça va être l'inflation. L'inflation car c'est un sujet omniprésent aujourd'hui et il est important de comprendre en quoi ça consiste, quel type d'inflation nous avons et en fait, regarder un petit peu par rapport aux chiffres actuels. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à l'inflation? Donc avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et nous, on se retrouve tout de suite. Alors, qu'est-ce que c'est l'inflation? Alors, c'est tout simplement en fait la baisse du pouvoir d'achat d'une monnaie donnée au fil du temps. Donc, en clair, en fait, c'est le taux auquel la valeur d'une monnaie diminue et par conséquent, le niveau des prix et des biens et des services augmente. Alors on explique un petit peu plus. À mesure qu'une monnaie perd de sa valeur, donc à travers le temps, les prix augmentent et elle achète moins de biens et services. Donc vous avez un taux d'inflation annuel et par rapport à la monnaie, en fait, ça veut dire que les biens et les services coûtent de plus en plus cher puisqu'on a moins de pouvoir d'achat par rapport à la monnaie pour acheter les mêmes biens dans le temps. Donc généralement, cette perte de pouvoir d'achat a un impact sur le coût de la vie en général pour le grand public, ce qui conduit à terme une décélération de la croissance économique. Donc là, vous voyez, par exemple, on peut voir, vous voyez, le prix, l'augmentation du prix d'un café à travers les années entre 1970 et 2019. Vous voyez que le prix a été multiplié X fois entre 70 et 2019. Et bien ça, en fait, c'est l'inflation. Donc, avec 1 dollar en 1970, on achetait un café beaucoup moins cher qu'avec 1 dollar aujourd'hui. 1 dollar, on n'a pas assez d'1 dollar aujourd'hui pour acheter un café. Alors l'inflation, elle peut être générée par deux types de choses. Vous avez donc les banques centrales qui impriment de l'argent, donc par la masse monétaire. Donc ça, c'est une façon de maintenir de l'inflation. Et l'autre façon, en fait, qui crée aussi de l'inflation, c'est par rapport à la demande. Lorsque nous avons une augmentation au niveau de la demande des biens et des services. Et de cette façon-là, en fait, on le calcule par le CPI aux États-Unis. Alors, pour ceux qui s'intéressent où trouver la masse monétaire, la money supply, on appelle ça M2 en fait. Si vous souhaitez regarder où c'est qu'on le trouve, donc là, vous le trouvez ici, par exemple, sous TradingView, sous le sigle M2. Donc, si vous tapez M2 ici, il faut bien évidemment cocher tout ou économie. Et là, vous sélectionnez donc M2. Voilà. Et ça vous donne en fait money supply. Et qu'est-ce que c'est la money supply? Alors, on va regarder ça. Alors, en français, normalement, c'est la masse monétaire. Là, ils ont fait rentrée d'argent. Donc, en fait, la masse monétaire, money supply en anglais, c'est la valeur totale de la monnaie disponible dans une économie à un moment donné. Donc, en fait, il existe donc plusieurs façons de définir la monnaie, mais les mesures standards incluent généralement la monnaie en circulation et les dépôts à vue. Donc, ça, c'est M2. Donc là, quand vous allez dessus, vous avez M2. Donc, on peut voir que la masse monétaire est là pour maintenir un taux d'inflation aux alentours de 2%. Donc là, on peut voir que sur une base, je vais aller au niveau du mensuel, ça sera beaucoup mieux. Donc là, on peut voir que sur une base générale, ça monte, c'est tout à fait normal. Donc la masse monétaire, en quelque sorte, détruit, on va dire, un petit peu la valeur du dollar à travers le temps à cause du fait qu'on imprime beaucoup d'argent, qu'on injecte beaucoup d'argent dans l'économie. Et c'est vrai qu'on a une augmentation vraiment assez impressionnante en février 2020. Donc là, actuellement, l'inflation vraiment des prix à l'intérieur de l'économie, c'est plus dû par rapport à la masse monétaire que une augmentation du prix des biens et des services par rapport à la demande ou l'offre. Parce qu'on va regarder tout de suite. Donc, on va regarder par le CPI. Donc, en fait, en anglais, c'est le Consumer Price Index. Déjà, je vais juste vous donner un petit aperçu de qu'est-ce qui est composé dans cet indice-là. Vous avez donc Food and Beverage. Donc, ça, c'est la mise à jour en décembre 2020. Food and Beverage, c'est tout ce qui est nourriture et boissons. Housing, c'est vraiment tout ce qui est immobilier, bien évidemment. Apparel, c'est... il me semble que c'est comme tout ce qui est vêtements, transportation, les soins médicaux, tout ce qui est récréation, éducation, communication et tout autre bien et service. Donc ça, c'est vraiment ce qui compose en fait le CPI. C'est
en quelque sorte l'indice du panier, du prix du panier par personne en moyenne. Donc c'est une moyenne. Hein. Et en fait, on peut voir que par exemple, là le CPI, il est aux alentours de 1,5%. Et il me semble qu'on a des projections aux alentours de 2%, 2,5% pour cet été. Donc là, pour l'instant, on voit qu'il n'y a pas forcément l'augmentation actuelle au niveau des biens et des services n'est pas forcément par rapport à la demande des gens. Parce que là, on voit que quand même, on a un CPI qui est quand même assez bas. Donc cela est vraiment dû à l'augmentation ici de tout ce qui est la masse monétaire injectée dans l'économie. Donc là, on peut le voir au niveau, par exemple, de Google Trends. C'est vrai que l'inflation est devenue un sujet un peu problématique, omniprésent. Et puis on peut voir qu'il y a eu beaucoup de recherches de la part des gens, hein, de tout le monde. Là, c'est plus basé sur les États-Unis au niveau de l'inflation. Donc tout le monde a regardé un petit peu vraiment qu'est-ce que ça voulait dire ou est-ce qu'on rentrait dans une ère d'inflationniste ou pas. Et là, en fait, effectivement, on voit qu'il y a eu une recherche assez importante. Donc les gens, quand ils voient ça, ils vont prévoir. Donc là, on est d'accord qu'en ce moment, par rapport au CPI, et on va regarder les prévisions sur le CPI, actuellement, l'inflation n'est pas forcément due par rapport à la demande. Et justement, on peut même voir là, par exemple, vous avez Total Checkable Deposit, c'est la totalité des dépôts dans les comptes chèques, on appelle ça des comptes chèques en Amérique du Nord. Et là, vous pouvez voir que il y a les dépôts à partir donc de février, après la crise du Covid. Vous pouvez voir en fait l'amplitude des dépôts dans les comptes chèques d'argent en fait qui est impressionnante, qui a popé. Donc là on voit que cet argent-là qui est mis vraiment dans des comptes chèques n'est pas forcément mis dans l'économie en achetant des biens et des services. On est d'accord que ça, c'est pas de l'argent qui est mis actuellement dans l'économie pour acheter des biens et des services et donc augmenter la demande des biens et des services. Donc là, on peut voir que actuellement les gens sont quand même assez freak out, hein, donc ils mettent pas mal d'argent dans leur compte chèque et cet argent-là, en fait, qui est mis par des stimulus au niveau de la Fed, n'est pas forcément remis dans l'économie au sein des biens et des services pour de la consommation. Alors ça, ce sont quand même des comportements un petit peu normaux aussi, hein, parce qu'on peut voir qu'il y a quand même toujours le taux de non-emploi, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas encore employés actuellement, est quand même encore élevé, comme vous pouvez voir ici. On a popé donc. Alors quand je dis popper, ça veut tout simplement dire que ça a monté s'est monté de manière assez rapide et que ensuite là vous voyez que là actuellement on baisse, hein, le taux d'emploi diminue de plus en plus, de non-emploi et là on est aux alentours donc de 6,2%. Mais on n'est pas non plus au niveau de pré-Covid qui était relativement bas à ce moment-là. Donc là il y a toujours quand même un petit peu de peur au niveau des gens, on peut le voir par rapport à l'argent qu'ils mettent de côté, ou de toute manière c'est pareil quand l'argent est mis sur les marchés, hein, comme on peut le voir que ça soit au niveau donc du Nasdaq ou que ça soit au niveau du S&P 500, hein, on peut voir que l'argent quand même est pas mal mis au niveau des marchés aussi. Mais quand on met l'argent dans les marchés, ça ne contribue pas à la demande de biens et de services. Donc qu'on peut avoir, par exemple, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vous voyez ici, dans tout ce qui est dans le CPI, les bonds, les stocks ne font pas partie de ça. Donc, on est d'accord que là, actuellement, l'argent est soit mis donc dans des comptes chèques ou mis sur les marchés. Mais il n'est pas forcément mis dans ce qu'on pourrait avoir un CPI pour monter un CPI plus élevé. Donc, c'est pour ça que là, actuellement, l'inflation est maintenue par rapport à la masse monétaire et d'ailleurs elle a toujours régulièrement été maintenue par rapport à l'injection de la masse monétaire, mais notamment vraiment de manière beaucoup plus importante après le Covid ici, parce qu'on voit une grande évolution ici. Alors maintenant, la question c'est, est-ce qu'on peut avoir de l'hyperinflation? Alors l'hyperinflation, hein, elle est principalement due, généralement plus due par rapport à la masse monétaire, vraiment la création de monnaie supplémentaire que de la demande de biens et de services qui augmente. Donc
Alors, qu'est-ce qui cause l'hyperinflation? Alors, ça commence toujours par imprimer de l'argent, un printing money pour bien évidemment payer les dépenses. Donc, au niveau, le gouvernement imprime de l'argent pour payer ses dépenses. Ensuite, donc le gouvernement continue d'imprimer, hein, donc là on peut le voir, des stimulus sur des stimulus. Et ensuite le gouvernement, donc comme le gouvernement augmente la liquidité, la masse monétaire disponible, les prix augmentent de manière assez rapide. Et ça contribue à de l'inflation. Donc là, vraiment, l'hyperinflation, c'est vraiment quand le prix des biens et des services augmente plus de 50% en un mois. Donc là, pour l'instant, on n'a pas forcément une augmentation de 50% en un mois des prix des biens et des services. Donc là, actuellement, c'est sûr que l'inflation actuelle ou tout ce qui se passe au niveau de l'inflation au cours de l'année, c'est plus par rapport à la masse monétaire. Mais si effectivement la Fed continue d'imprimer, ça peut créer à un moment donné de l'hyperinflation seulement par la masse monétaire. Donc là, on peut voir qu'avec beaucoup trop de monnaie en cours, nous avons les prix qui skyrock, donc les prix qui augmentent à ce moment-là. Donc là, voilà par exemple un petit exemple au Zimbabwe, quand on a eu de l'hyperinflation, on a eu une augmentation du CPI et aussi de la money supply. Alors les deux ensemble, c'était quelque chose. Donc c'est pour ça que c'est quand même, il faut vraiment surveiller vraiment le CPI aussi, parce que le CPI plus toute la masse monétaire qui est injectée, là ça peut devenir vraiment un problème beaucoup plus important. Donc là actuellement le CPI il maintient à 1,7, donc on va voir à peu près cet été dans les projections qui sont aux alentours de 2,5%. Mais c'est vrai qu'il faut surveiller. Hein. Pour l'instant, on voit que de toute manière, il y a beaucoup d'argent qui est mis soit sur les marchés ou soit dans des comptes chèques de côté. Mais quand cet argent-là va passer dans l'économie, ça va devenir quand même assez problématique en parallèle de la masse monétaire. Alors là, au niveau de l'inflation par rapport à la demande, là on peut voir que généralement par rapport aux guerres ou à des fins de pandémie, l'inflation est relativement basse. Elle reste relativement basse contrairement aux guerres où vous voyez par exemple là c'est le médian. C'est pas le médian, c'est la fin des guerres ou la fin d'une pandémie. Et ensuite, donc vous avez en bleu clair tout ce qui est le médian pour les guerres et en bleu foncé le médian pour les pandémies. Vous voyez qu'ici c'est quand même assez élevé et qu'après une pandémie ça reste quand même assez moyen. Mais quand cette courbe là va augmenter et qu'on a toute cette masse monétaire, ça va être un petit peu plus problématique. Alors maintenant, qu'est-ce que font les actions à travers le temps quand on a un niveau d'inflation assez important? Là, on peut voir, par exemple, c'est sûr que moins il y a de l'inflation, mieux c'est pour les stocks, hein, on peut le voir ici. En dessous de 0%, c'est plutôt positif pour les stocks. Après, pour tout ce qui est une inflation au-dessus de 4-6%, bon voilà, c'est quand même 8% de retour sur les stocks, hein, donc c'est pas non plus la fin du monde. De 4%, c'est 9% de retour de performance. Et donc là, lorsqu'on rentre dans vraiment une inflation beaucoup plus élevée que 6%, c'est 3,3%. Et higher inflation, c'est quand en fait, quand le higher and lower, donc plus haut ou plus bas, l'inflation plus haute ou plus basse est basée sur si l'inflation a augmenté par rapport aux années précédentes, au niveau des années précédentes, pour plus de 3 années consécutives. Donc là, en fait, ce que ça veut dire, c'est que ces deux courbes ici, c'est quand là, l'inflation a augmenté vraiment par rapport aux années précédentes, au moins pendant 3 années consécutives. Là, on a une performance à peu près de 6,4%. Et au contraire, quand ça a baissé par rapport aux années précédentes, donc pendant 3 années consécutives, ça nous donne une performance de 18%. Donc effectivement, hein, plus le taux est bas d'inflation, mieux c'est pour les stocks. Donc sinon, comment faire si on a vraiment de l'hyperinflation, par exemple, on ne sait jamais. Donc vraiment, ceux qui réagissent le mieux à travers l'inflation, c'est vraiment tout ce qui est gold, commodities, value versus growth, on va dire. Donc value est quand même plus performant que le titre de croissance. Et ensuite, donc le S&P 500, c'est vraiment, vous voyez, celui qui performe le moins bien.
Donc voilà. Les small cap performent un peu plus par rapport aux large cap. Donc voilà. Donc le mieux, c'est vraiment tout ce qui est commodities et gold. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce. Également, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos questions aussi. Et moi, je vous souhaite donc une excellente journée.